Bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de notre... On m'entend, c'est bon? Oui. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de la directrice Adécia Lefébure, qui ne peut être présente parmi nous parce qu'elle est retenue à Paris par une direction, par une réunion de l'ensemble des directions des écoles par le ministère de l'Agriculture, j'ai le plaisir d'inaugurer le premier café des sciences. Hein, voilà. Ce premier café des sciences est une initiative de la direction de la recherche dans le cadre du nouveau projet stratégique. Hein, nous avons développé notamment des lignes de transformation au niveau de Rennes Angers qui visent à mieux communiquer nos résultats de recherche. Et donc nous inaugurons aujourd'hui ce premier café qui correspond à un souhait de partage des recherches dans diverses directions. D'abord, entre unités, pour favoriser l'analyse, les travaux interdisciplinaires qui sont nécessaires pour répondre aux nouveaux enjeux de transition. Et on voit bien que dans les récents appels à projets sur chacun de nos deux campus, ils sont nombreux. Ça répond à ce premier enjeu. Second enjeu, ça permet de mieux échanger entre personnel de l'établissement, entre enseignants-chercheurs et personnel dit d'appui à l'enseignement et à la recherche. Ça permet de mieux se comprendre à l'intérieur de l'établissement. Et enfin, dernière dimension, il est extrêmement important que l'ensemble des personnels et les étudiants puissent communiquer ensemble, notamment que nos étudiants puissent mieux comprendre les activités de recherche que les enseignants-chercheurs mènent ici dans notre école, qu'ils puissent mieux percevoir l'activité de recherche des enseignants de la maison. Donc, c'est pour cette raison que nous avons souhaité mettre tous les premiers mardis de chaque mois ce rendez-vous, que nous avons appelé pour l'instant Café des sciences. Pour l'instant, il s'agit d'une démarche exploratoire. Nous avons mis au point un programme pour 6 mois que vous trouverez sur Internet. Vont intervenir successivement Didier Gassuel sur les questions d'agroécologie par rapport à la mer, Sébastien Cailloux et Véronique Boujouan sur les sciences participatives et les données naturalistes. Yannick Lecosler interviendra sur les questions de recherche et d'élevage sur l'imagerie 3D. Damien Rousselière sur l'économie sociale et solidaire et sa contribution aux transitions. Et enfin, Hervé Dabono nous présentera son livre Le manifeste de la didactique du paysage. Vous voyez donc un programme extrêmement divers jusqu'au 5 mars 2024 qui aura lieu tous les premiers mardis de chaque mois, sauf au mois de janvier, puisque ce sera le 2 janvier qu'un certain nombre d'entre nous seront en repos. Je disais également que l'articulation du programme est exploratoire à ce stade. Pour cette raison, je tiens à remercier toutes les intervenantes et intervenants qui ont bien voulu accepter de se prêter au jeu, notamment Fabienne Joliet aujourd'hui, qui est la première intervenante, ainsi que Nathalie Carco, qui sera animatrice pour cette session. En effet, dans le déroulement, il est prévu 20 à 30 minutes d'intervention. Dans ce cadre-là, vous pouvez tout à fait poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, au fur et à mesure du déroulement, à le faire. Je le rappelle, il s'agit d'une présentation très vulgarisée des résultats. Donc, il n'y a pas de questions qui puissent être qualifiées de bêtes. N'hésitez pas, nous sommes tous des non-spécialistes des questions qui nous sont posées. L'idée, c'est que chacun puisse comprendre les recherches qui sont proposées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour cette session, on a décidé de ne pas poser des questions de vive voix, mais uniquement des questions dans le chat. Et ce sera l'animatrice, Nathalie Carco, qui sélectionnera, hiérarchisera les questions pour les poser à notre intervenante, Fabienne Joliet, afin que toutes les questions puissent être développées de façon égale et selon un ordre qui soit le plus logique possible, mais n'hésitez pas non plus à poser des questions au fil de l'eau, d'abord pendant l'intervention et à l'intérieur de la séquence dédiée aux discussions. C'est donc parti maintenant pour 20 à 30 minutes d'intervention de notre collègue Fabienne Joliet, et nous passerons ensuite aux questions. Fabienne, Merci. La parole est à toi. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. Les rivières, donc, peuvent être, elles, des personnes morales. Comment, en quoi et donc où. Pour illustrer, faire une démonstration sur cette question, je présenterai en première partie le contexte
le terreau qui préside à l'émergence du renouvellement en fait des rapports à la nature aujourd'hui, du rapport humain au non-humain plus précisément. Et dans une seconde partie, je présenterai le cas de la rivière Magpie qui a acquis le statut de personne morale récemment en 2021, donc rivière située au Canada. Donc ce renouvellement du rapport humain-non-humain, qui est donc finalement l'arrière-plan dans lequel se déroule ce développement des personnalités morales à des entités vivantes de la nature, avec deux points particulièrement. Tout d'abord, donc, le renouvellement de nos rapports à la nature qui s'opère est qualifié par Linton de tournant ontologique. Deux choses. La première, c'est d'abord la prééminence de l'humain. Et vous voyez qu'au travers de ces différentes illustrations, les arbres donc sont intelligents. Nous, les arbres, ils peuvent donc parler. En haut à droite, un fleuve peut donc écrire. Et enfin, en bas à droite, on voit que le jaguar donc a un regard qui est donc aussi considérable, aussi important donc, que le nôtre. Et enfin, Glenn Albrecht nous dit que la Terre a donc des émotions. Donc, on voit bien donc avec ce nouveau paradigme avec récent, qui remonte à la dernière décennie, on va le voir, et qui montre comment nous assistons à de nouveaux agencements socio-naturels et qui sont donc le terreau encore du statut de personne morale aux rivières, entre autres. Deuxième élément, l'Anthropocène est sous influence culturelle au pluriel, et on voit qu'il y a un appel à une réponse holistique, globale. Comme le dit Glenn Albrecht, donc il fait appel à un symbiocène à deux niveaux, c'est-à-dire qu'une symbiose, une réponse holistique qui combine, qui enchevêtre les différentes cultures des mondes, la composition des mondes, et pas seulement le monde occidental. Et enfin, c'est un appel en pluralisant ces mondes à finalement réharmoniser l'Occident avec donc d'autres cultures et particulièrement aussi l'homme et la nature, c'est-à-dire de mettre tout le monde à un même niveau et de voir finalement comment ensemble on pourrait aller vers résoudre cette question de la finitude environnementale, c'est-à-dire la fin annoncée d'un certain nombre de ressources. Alors en haut à droite, on voit deux œuvres particulières de Descola et de Escobar. Descola nous montre qu'il n'y a pas que le monde occidental, mais que d'autres mondes existent avec un rapport à la nature différent. Escobar ensuite en appelle à une écologie au-delà de l'Occident, où il montre qu'il y a donc là aussi plusieurs mondes qui ont une relation autre que celle de l'Occident, beaucoup plus symbiotique, holistique, globale. Et en bas à droite, vous voyez deux autres ouvrages importants aujourd'hui, 2021, Apprendre à voir, donc la réponse, en fait, le regard du vivant, et c'est le perspectivisme de De Castro qui nous montre bien qu'il y a là une réponse globale entre les différents mondes, les différentes ontologies du monde, et pas simplement la prééminence de l'Occident, mais aussi une réponse à apporter donc entre humains et non-humains. Et sur la gauche, vous avez donc l'exemple de la COP 15 à Montréal, qui montre bien donc cette commission pluriculturelle, qui donc se félicite de pouvoir se rassembler et peut-être aller vers un symbiocène et entre les différentes cultures. Et vous voyez en dessous, là aussi, la question donc des droits de la nature qui existent et qui sont finalement originaires d'autres cultures. La période donc 2017-2018 est le théâtre de décisions donc spectaculaires visant à défendre des écosystèmes en tant que personnes. Donc en 2007, la rivière Wanganui et un parc national en Nouvelle-Zélande. En Himalaya, donc en Inde, le Gange, mais aussi les écosystèmes himalayens. En 2018, la forêt amazonienne. Et vous voyez en bas 3 exemples donc d'écosystèmes qui sont considérés comme des entités vivantes, qui ne sont pas donc simplement
limitée donc aux rivières. L'objectif ici donc est de partir, de se focaliser sur le statut d'entité vivante et donc personne humaine des rivières. Donc une petite répartition géographique et puis qui permet de remonter dans le temps. Donc tout d'abord l'Atrato en Colombie, ensuite l'Inde, en 2017 le Gange et la Yamuna en Inde, la Wanganui en Nouvelle-Zélande en 2017 et donc la Magpie au Canada en 2020. Et 3 exemples sur ces 4 sont donc dans des pays donc, issus de la colonisation et qui mixent donc la culture occidentale, donc euro-occidentale, et donc autochtone. Et vous comprendrez l'importance de la situation de ces 3 rivières par rapport au Gange en Inde, puisque c'est un projet qui a donc avorté. Cette dynamique, on va dire, ce renouvellement des rapports à la nature et aux non-humains se traduit également en France par un élan. Et vous voyez ici qu'il s'agisse de la Loire en haut à gauche, en bas de la Belle du Rhône, franco-suisse, la Seine, ou encore donc le Rhône là aussi. Donc vous montrez qu'il y a aussi une dynamique en France et qui se traduit également dans les associations, des associations françaises comme Rivière Sauvage, mais également la participation à l'ONG Wild Legal et le message, donc, c'est « Ma rivière, c'est moi ». Et dans cette petite introduction du monde, on voit bien que cet élan qui a été donné, l'impulsion qui a été donnée dans des pays plutôt où il y avait des populations autochtones, on voit qu'il y a des oppositions en France, mais finalement, parce qu'elles bouleversent une vision du monde fondée sur la prééminence de l'être humain sur la planète, mais également de l'Occident. Mais on voit bien donc cette dynamique, malgré tout, infusée en Europe. En deuxième partie, donc, le cas de la rivière Magpie. Localisation tout d'abord. Donc, on est à l'est du Canada, donc en Amérique du Nord. Vous voyez sur cette diapositive qu'on est donc sur ce qu'on appelle la côte nord du Québec. Vous avez ici l'embouchure du Saint-Laurent, avec au sud de la localisation de la Magpie l'île Anticosti, et à droite cette grande île qui est donc Terre-Neuve, et au sud donc Saint-Pierre-et-Miquelon. Et enfin un zoom pour vous montrer que sur cette côte nord, donc on est, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, oui, la Magpie est donc ici, située donc sur ce territoire donc qui est le bouclier canadien, j'y reviendrai tout à l'heure, couvert donc de forêts boréales. Et ici, donc ce n'est pas la rivière Magpie, c'est une autre rivière, mais la rivière Magpie est ici, avec ici le village Magpie et la communauté qui est porteuse du dossier personnalité juridique est ici, sur la rivière Mingan, puisque ce territoire donc est celui de la réserve indienne Innu et Quanichit. La méthode pour analyser cette étude de cas, l'entrée était délibérément celle du point de vue émique, c'est-à-dire de ici interroger les porteurs du dossier, donc qui ont mis en place ce dossier, cette étude pendant plusieurs années. Donc cette étude repose sur 10 entretiens de 2 heures à peu près environ, 2 semaines de terrain à arpenter la rivière Magpie, et puis aussi les 2 résolutions miroirs qui ont donc entériné le statut de personne juridique, et enfin la bibliographie. Donc vous avez cette affiche dans le métro de Montréal en juin 2023. Les personnes qui ont été interrogées, donc porteuses du dossier de l'Alliance montée chez Cochipou, Yeni Vega Gardenas, avocate, présidente de l'Observatoire international des droits de la nature, Pierre-Olivier Boudreau, biologiste et activiste au sein de la Société pour la nature et les parcs du Québec à Tadoussac. Et puis sur la droite, les porteurs du dossier autochtone, Innu. Donc sur la réserve Innu des Quanichit, Rita Mestokosho de la Maison de la Culture,
Shani Smolen du conseil de bande des Quanichit, et également sur la réserve indienne de Ouachat, donc qui est à 1 heure et demie de Magpie et des Quanichit. C'est finalement la résidence régionale Innu, dans laquelle j'ai pu interroger donc Lauréat Moreau du musée Chapoutouane Innu, et Martial Fontaine et Kathleen André de l'Institut culturel Tchakapèche. Vous remarquez que tous les noms ne sont pas particulièrement autochtones, mais c'est dû donc, comme dans tout le Québec, au fait que par assimilation et métissage, bon nombre d'autochtones n'ont pas forcément un nom Innu. Donc, vous avez en bas les 2 résolutions miroirs que vous retrouverez dans mon exposé, certains extraits. Et sur la gauche, ce livre qui a été rédigé par l'Observatoire international des droits de la nature, au sein duquel figure le cas donc de la Magpie. Une rivière personne morale, c'est quoi? Donc ici, cet extrait de la résolution, d'une des 2 résolutions miroirs de la Magpie. Donc, les droits fondamentaux suivants: le droit de vivre, d'exister et de couler, le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé et d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, le droit de maintenir son intégrité, le droit de remplir des fonctions essentielles au sein de son écosystème, le droit d'être à l'abri de la pollution, le droit à la régénération, à la restauration et le droit d'aller en justice. Donc, bien entendu, en haut à droite, ce petit extrait qui montre c'est quoi finalement une personne juridique, c'est-à-dire une personne non humaine. Il n'empêche que, avec ce statut, eh bien, qui va la porter en justice? Ce sont donc des gardiens. Et toutes ces grandes rivières du monde qui sont personnes morales, il y a voilà une équipe de gardiens. Vous le voyez en bas aussi sur la droite à la COP 15 de Montréal, les gardiens donc de tous ces sites qui deviennent des entités vivantes. Donc, sur le site de la Magpie, ils sont en train de recruter donc des gardiens à la fois autochtones, Innu, et allochtones. Et puis, cet extrait donc de l'avocate, la Yeni Vega Gardenas, qui nous dit, effectivement, si la rivière a des droits, a-t-elle donc des obligations? Et ce à quoi elle nous répond, la rivière Magpie a des droits, elle existe donc. Une rivière a des droits, mais elle n'a pas d'obligation ou de responsabilité. Et elle me dit, exemple, les enfants ou les femmes jusqu'en 1929. Donc, vous voyez finalement cette ambiguïté qui est que une personne morale, donc, peut avoir des droits, mais pas forcément des devoirs, mais auquel cas, elle est représentée humainement par donc des gardiens. Cette rivière Magpie donc s'appelle à la fois la rivière Magpie, puisque c'est une toponymie issue de la colonisation, où il y a des pies. C'était un endroit où il y avait beaucoup de mésangeais, et doublée d'une autre toponymie, la toponymie autochtone. En Innu Emun, c'est la langue donc Innu. Elle s'appelle la Moteeko-Chipu. Chipu veut dire rivière. Et cette toponymie, c'est la rivière où l'eau passe entre des falaises rocheuses carrées. Donc on voit bien déjà au départ, il y a une double toponymie pour cette rivière. La Magpie prend sa source au Labrador, elle s'écoule sur 290 km en forêt boréale, avec le bouclier canadien qui affleure, 600 mètres de dénivelé, un bassin versant d'un peu moins de 8000 km². Avec ce dénivelé, elle est donc ponctuée de gorges, de cataractes, de marmites, de chutes. Et donc, elle traverse ce qu'on appelle le Nitassinan. C'est le territoire ancestral du peuple Innu, qui était un peuple nomade, qui a été sédentarisé, mais qui donc, depuis des siècles, a arpenté ce territoire en tant que donc, peuple nomade, et ils sont encore aujourd'hui 23 000 sur ce territoire. Donc le Nitassinan, c'est le périmètre, on va dire, politique de l'aire de répartition des Inuits, et le Nutchmit, c'est notre maison. Ou encore, Wapugun nous dit, c'est de là que coule mon sang. Donc on voit cet attachement viscéral, fusionnel, j'y reviendrai ensuite, animiste au territoire. Donc de ces différentes caractéristiques, on voit bien que la rivière Magpie présente d'emblée un potentiel hydroélectrique majeur sur lequel Hydro-Québec avait la main, et a toujours en partie la main, j'y reviendrai. C'est un territoire autochtone revendiqué et porté par une cosmologie animiste.
Et enfin, le National Geographic a fait une étude, et c'est donc la deuxième rivière du top 10 hein, des rivières pour le rafting. Donc voilà un petit peu la rivière. On arrive par la D138 Est. Donc sur la droite, vous voyez l'embouchure de la Magpie qui donne sur le Saint-Laurent. Mais sur la gauche, quand vous arrivez, voilà ce que vous voyez, c'est-à-dire que vous arrivez en vous disant je vais étudier la rivière personne morale, elle est donc sauvage. Eh bien déjà, depuis les années 60, il y a eu un premier barrage, une première centrale que vous trouvez et qui a été réhabilitée dans les années 2000. Ce dossier est donc l'acte de personne morale suite à cette analyse et la rencontre et avec les entretiens et puis les résolutions montre en fait deux choses. La première chose, ce statut porte finalement en lui la synergie entre une réaction environnementale et un acte de décolonisation. C'est ce qu'on verra d'ailleurs sur d'autres rivières hein, dans le monde. Donc sur la gauche, vous voyez ce scandale hydroélectrique sur la côte nord avec deux grands barrages pharaoniques dans les plus grands du monde. Le barrage sur la rivière Romaine et la Manicouagan qui sont à 1 heure à l'est et 1 heure à l'est de la Magpie. Et la photo de droite vous montre que lorsqu'on arrive sur le cours de la Magpie, on prend cette piste, le sentier du ruisseau, et vous avez d'emblée, avant d'aller sur la rivière, ces deux messages avec deux camions où il est écrit « Objectif décolonisation » et sur le camion qui est à l'arrière-plan « Sauvons donc la Nuteco-Chipou ». Donc cette réaction environnementale, on la retrouve et en synergie avec un acte de décolonisation, donc elle est donc coportée. On voit bien dans ces deux extraits de la résolution que, attendu que la dégradation de l'exploitation des cours d'eau ne sont pas seulement des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux de droit pour les peuples autochtones, attendu que la reconnaissance des droits de la nature dans un contexte de pluralisme juridique et de reconnaissance des traditions juridiques, etc., des normes juridiques enchâssées dans ces territoires qui ont un rapport donc symbiotique au territoire. Donc c'est vraiment le message, il est clair. On le retrouve ici avec des témoignages. Nous sommes animistes, donc dit Martial, les rivières sont donc des êtres animés pour nous les Inuits. Et en bas à droite, vous avez là aussi cet extrait de Yeni, encore l'avocat du dossier, qui nous dit « Nous sommes largement inspirés par la merveilleuse relation, cette relation symbiotique des Inuits avec leur territoire. Notre projet donc de personne morale pour la Magpie unit deux visions occidentales et autochtones dans le cadre de ce qu'on appelle la décolonisation du droit. » L'animisme, c'est quoi en deux mots? Vous avez ici sur la gauche, dans la chapelle des Quanichites, les colons qui arrivent donc au XVIe siècle, et vous voyez comment cette colonisation a opéré, avec sur la droite, finalement, des accommodements raisonnables entre la religion catholique et la spiritualité inoue. Et là, Martial nous explique que la différence pour une rivière, c'est la même qu'entre H2O pour nous occidentaux et ça n'est pas du tout, en tout cas, ça n'est pas du tout la leur. Et il prend un exemple par rapport au vent du Nord. Pour un occidental, un vent, c'est pas uniquement un vent qui vient du Nord. Pour nous, c'est toute une signification. C'est un vent qui a des caractéristiques, induit une organisation, tout un mode de vie. Et donc, il nous dit, on fait la différence entre ce qui est animé, ce qui respire, mais pas seulement, ce qui est sacré. Et donc, il nous explique, par exemple, que les montagnes, les forêts sont également donc animées. Et il nous donne un petit exemple amusant en nous expliquant que ce qui est transformé ne l'est pas. Et par exemple, le pin est également, comme une montagne, n'est pas animé. Ben voilà, il y a vraiment, c'est le sacré et pas simplement ce qui respire. Deuxième point qu'on retire de l'analyse de cette étude de cas, c'est que effectivement, comme on l'a vu en introduction, la personnalité juridique à des entités vivantes, et ici donc la rivière Magpie, nous montre comment on opère un glissement finalement
de l'anthropocentrisme vers une forme d'écocentrisme. Donc la reconnaissance de la personnalité, je ne vois pas le texte avec la caméra devant, mais montre qu'il y a vraiment une synergie donc entre les deux. Et puis que vous avez ici cette représentation des droits de la nature qui vous montre comment la reconnaissance d'entités non humaines au même titre que les droits humains nous montre, vous voyez, ce décentrement et que c'est en entrant par les droits de la nature que les droits de l'humanité et les droits de l'homme seront donc protégés. Donc c'est un changement de perspective qui est également attesté par les Inuits en nous disant que les hommes devraient prendre leurs responsabilités, qu'on est tous au même niveau et qu'ils font donc opérer ce changement donc de perspective. Alors pour terminer, bien, selon l'Occident, retour à l'Occident et dans un pays comme l'Europe, ou en tout cas la France, où nous n'avons pas d'autochtones, alors une personne non humaine, finalement, c'est quoi? Donc j'aime beaucoup cette image là des conversations du Parlement avec des chaises vides, donc avec des personnes, finalement, des personnes morales qui pourraient être là à discuter avec la rivière, être les porte-parole de la rivière. Et donc, à cette question de donner une personnalité aux entités vivantes, Philippe Descola répond que ça reste quand même une abstraction pour nous encore aujourd'hui. Et vous voyez dans cette affiche du Parlement de la Loire, on parle encore donc de fiction. Et donc, pour conclure, cet exemple de la rivière Magpie est une caisse de résonance. Shanice, donc du conseil de bande des Qualichit, porteuse du dossier, nous dit « Ce n'est que le début, nous devons tous devenir les messagers de la rivière, il faut sensibiliser les êtres humains aux rivières qui sont des êtres vivants. » En ce sens, lance une invitation au Parlement de Loire. Et puis 3 points donc pour conclure. La personnalité morale d'une entité vivante et d'une rivière est-elle simplement symbolique ou symbolique et opératoire? Et là, Sacha Bourgeois-Gironde, qui a écrit « Être la rivière » sur la Wanganui en Nouvelle-Zélande, nous dit bien, on revient en fait à notre première partie sur ce renouvellement du rapport humain-non humain, c'est une identification de l'homme et de son environnement qui est en jeu. La rivière n'est donc pas figée dans son identité ni sacralisée, elle devient un acteur du droit, elle entre dans les relations humaines. Donc symbolique et ou opératoire, en effet. Une question, est-ce que c'est possible en Europe? Et là, une avocate espagnole nous dit oui, c'est possible en Europe. Et là, il y a un travail qui se fait sur la rivière de Murcia. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, est-ce que ça donnera un écho à la Loire ou pas? Enfin, un regard sur les expériences en cours ou passées. La personnalité juridique du Gange et de la Yamuna ont avorté. Et pour ce qui est de la Loire, qu'on pourrait comparer au fleuve Saint-Laurent, puisqu'un dossier est en cours, est-ce qu'il n'y a pas des réponses locales? Parce que finalement, il y a beaucoup de collectivités locales le long de ces fleuves, et pour l'instant, le Saint-Laurent, ça ne marche pas, parce que finalement, même s'il y a des autochtones, il n'y a pas de consensus tout le long du fleuve. Et puis donc, enfin, c'est important d'avoir conscience que nous avons parlé là du droit de l'eau, mais pas du droit à l'eau. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, j'ai laissé un petit blanc parce que je voyais une nouvelle question arriver. Peut-être que je vais prendre tout simplement les questions dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, ce qui nous permettra, en fait, ça sera peut-être plus facile pour toi parce qu'il n'y a pas de questions globales pour t'y retrouver. La première question, en fait, qui nous avait été posée, elle revenait sur la question des droits et des devoirs d'une personne morale. Et donc, la personne s'interrogeait sur l'absence de devoir. Est-ce que tu peux... Alors là, c'était donc effectivement ma question, puisque cette idée de personne morale. Et la seule explication que j'ai eue, c'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'effectivement, alors il y a aussi il y a des entreprises qui sont personnes morales. C'est un autre rapport, mais donc chez nous. Mais voilà, la réponse qu'elle m'a donnée,
c'est qu'effectivement, toutes les personnes morales n'ont pas forcément des devoirs. Et elle me donnait voilà, l'exemple des enfants et des femmes, Et du coup, pourquoi cette référence aux enfants et aux femmes? parce que jusqu'en 1929, les femmes avaient des droits mais n'avaient pas de devoirs. Et les enfants, par exemple, pour nous encore, tant qu'ils ne sont pas majeurs, ils ont des droits mais ils n'ont pas de devoirs. Enfin, je suppose que la question était posée aussi pour souligner le fait que c'est discutable, en fait, de considérer que... C'est pour ça que ça reste une abstraction pour nous. Et comment dire, une personne non humaine, c'est compliqué. Et donc le droit animal, c'est pareil. Un animal, un glacier, une forêt, a des droits mais n'a pas de devoirs. D'où cette fiction, cette abstraction qui reste d'une certaine manière entière. Alors, il y a des éléments de réponse. Si vous voulez écouter les auditions du Parlement de Loire, il y a 10 heures d'écoute, mais Valérie Cabanès, qui est avocate, qui est l'avocate française qui porte ces questions-là, répond. Enfin, il y a pas, elles n'ont pas de devoir, ces entités vivantes. Donc, elle essaye d'expliquer voilà, que c'est une mesure de protection, mais qu'il y a d'autres entités vivantes voilà, qui ont des droits, mais qui n'ont pas de devoir, et qu'il y a une distinction dans la qualification, ces statuts de personne morale. Très bien. Merci Fabienne. Alors une question qui vient d'arriver là, qui est en lien avec ce statut. La personne demande si depuis que le statut existe, eh bien, est-ce qu'une personne morale a exercé ses droits? Alors, eh bien justement, pour le Gange, c'est comme ça que le projet a avorté, c'est-à-dire que les gardiens donc du Gange, les représentants de la personne du Gange, en fait, eh bien, ont perdu et du coup, là, le statut a disparu. C'est comme on peut perdre un label UNESCO. Et donc, ils ont perdu. Qui est-ce qui décide de faire Ah, c'est en justice nationale. D'accord. Donc, c'est vraiment un tribunal national. Et c'est pour ça qu'en conclusion, je disais qu'il y a beaucoup de réponses locales qui n'ont pas le même impact, mais qui, elles, peuvent fonctionner mieux, parce que sinon, c'est une justice nationale. D'accord. On part en cours, quoi. Ok. À propos des gardiens, il y avait une question au début de ton exposé, quand tu as parlé des gardiens, hein. C'est un terme assez étonnant, je trouve. La personne demandait s'ils étaient désignés à travers un processus démocratique, ces gardiens. Alors, c'est vraiment au cas par cas, puisque là, par exemple, pour la COP 15, on voit que les autochtones, ce sont eux qui se désignent gardiens de la nature, puisque c'est la terre-mère, et donc ils sont les gardiens de la nature. Donc, c'est un terme autochtone, et selon les cas, c'est différent. À l'échelle de la COP 15, ils se sont désignés entre eux, il y a eu un processus de choix, de sélection, de décision, d'arbitrage. Pour la Magpie, par exemple, quand j'étais sur le terrain, quand je suis arrivée, ils se sont demandé si je candidatais, si je venais, parce qu'il y avait un appel aux gardiens. Donc là, il y a, pour la Magpie, ils ont choisi qu'il y ait 40 gardiens. Donc c'est vraiment au cas par cas. 40 gardiens, on voit que l'échelle de la rivière Magpie est plus petite. Et donc il y aura 30, c'est en fonction c'est une représentativité. Donc, il va y avoir 20 gardiens pour les autochtones, la Equanichit, les Inuits. Il doit y avoir 10 gardiens représentants du gouvernement du Québec, le parc, etc. Et 10 qui sont représentants locaux de la communauté de communes, on va dire, on appelle ça une MRC de Mangani. Donc, ils sont 40. Et c'est un processus, je dirais, on candidate et ensuite il y a une décision qui est arbitrée, validée par l'Alliance. Merci Fabienne. Alors, du coup, ça fait débat, tout ça, c'est bien, parce que c'est passionnant. Une nouvelle personne nous demande finalement par rapport à ce tribunal national, pardon, elle estime que c'est un peu discutable parce qu'on pourrait imaginer que ça relève d'une juridiction internationale, parce que finalement, qu'est-ce que les frontières d'une nation vont avoir dans ce genre de décision? Alors encore une fois, c'est surtout des questions juridiques que vous me posez, donc je ne suis pas juriste, mais je suis quand même très...
j'ai essayé de comprendre parce que je me suis posé quand même beaucoup les mêmes questions que vous. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'instance internationale. La seule qui existe, c'est celle d'un Parlement international des droits de la nature qui est en gestation, de la même manière qu'il y a un Parlement aussi des droits de la nature en gestation au niveau européen, avec des collègues notamment de Rennes 1, Nathalie Hervé Fournereau. Très bien. Écoute, merci. Peut-être dans une autre série de questions et des choses qui sont plus de ton domaine de la géographie culturelle. Une personne se demandait si on pouvait parler d'interculturel entre une culture humaine et une culture, entre guillemets, non humaine, comme par exemple un cours d'eau ou un écosystème. Non, alors peut-être que j'ai pas été claire, mais non, quand je disais, il y avait en fait deux idées dans cette idée de symbiocène dont parle Albrecht. C'est d'abord interculturel au sens où Descola est, c'est-à-dire interhumain, une vision plutôt dualiste occidentale, et Escobar qui en appelle à d'autres visions holistes de la nature. C'est en ce sens qu'on est interculturel. Mais bien entendu, c'est aussi ces autres cultures holistes, elles sont en lien direct au même niveau entre humains et non humains. Donc il y a vraiment deux niveaux. Interculturel, ça fait appel à la question des cultures humaines. Et ensuite, le perspectivisme de Castro, lui, fait appel à un échange de perspectives, là aussi, entre humains et non humains. Dans le regard du jaguar, par exemple, c'est ça. Donc il y a vraiment ces deux niveaux. Mais interculturel, c'est interreprésentation de la nature et du monde humaine. Et le perspectivisme, c'est entre humain et non humain. Des rapports entre ces mondes. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question, mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, il reste quelques minutes. Par rapport à l'idée d'avoir ce type de reconnaissance en Europe, la personne se demandait si c'était souhaitable et s'interrogeait sur ton avis à toi, puisque tu as travaillé sur ces questions et sur des objets européens. Alors, je sais pas si c'est souhaitable dans le sens où je posais la question en conclusion. C'est surtout d'ordre symbolique. Sur le plan opératoire, c'est quand même très discutable. Par exemple, pour la Magpie, finalement, c'est pas une fin en soi. Il va y avoir deux périmètres de protection supplémentaires qui vont se greffer sur la Magpie et qui sont de nature autochtone. Une APIA et une APCA, ce sont des aires de protection de nature autochtone ou d'initiative autochtone. Donc, la dimension opérationnelle, même sur la Magpie, on a vu que pour le Gange, finalement, ça n'a pas tenu. En revanche, je pense que je ne pense pas que un jour ce soit faisable. En revanche, je pense qu'au niveau symbolique, d'incubateur, c'est extrêmement intéressant pour nous montrer qu'effectivement, il y a, comme je l'ai montré en première partie, une réflexion vraiment globale auquel il faut qu'on fasse face et même, je dirais, à laquelle il faut qu'on participe. C'est vraiment une dynamique qui est là. Et donc, souhaitable, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes ces initiatives, que ce soit le Rhône, la Loire, etc., ont vraiment un rôle d'incubateur